Au sommaire de ce journal, l'agression mortelle d'un jeune talibé Niassène d'origine américaine. L'ambassade des États-Unis à Dakar envoie une forte délégation sur place. Nous serons en direct avec notre correspondant à Kaolack, Ibrahim Diamé. Indice de perception de la corruption, le Sénégal reste dans la zone rouge du classement mondial en 2019. La faute à l'impunité, selon le Forum civil, l'ONG exige la publication des rapports de la Cour des comptes et de l'IGE, ainsi que la suite de l'affaire Petrotim. Grève des enseignants et marche nationale des syndicats du G7. Dans ce journal, nous revenons sur les termes du protocole d'accord entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, signé en 2018 et dont les grévistes dénoncent le non-respect. L'essentiel de l'actualité internationale avec vous. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. L'imbroglio politique en Guinée-Bissau, le PAIGC en colère contre la CEDEAO. L'organisation intergouvernementale ouest-africaine a reconnu hier Umaro Embalo comme nouveau président du pays. Angola, les suites des Luanda Leaks, Isabelle dos Santos formellement accusée de fraude et blanchiment d'argent par le parquet. Et puis en Chine, 2 villes sont maintenant placées en quarantaine à cause de l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait 17 morts. Le développement de toutes ces informations dans une vingtaine de minutes. Pour les titres de l'actualité sportive, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Diagnostic du parcours des générations foot et de Yambar en Ligue 1. Les deux clubs formateurs peinent encore à élever le rythme après 6 journées. Les chances du Burkina Faso pour une probable qualification au Mondial 2022 évaluées dans ce journal. Vous entendrez la réaction de l'attaquant Alain Traoré qui évolue dans le championnat marocain. Liverpool à Wolverhampton ce soir, c'est pour préserver son invincibilité. Les détails dans le journal des sports, cher Tidiane Diagne. Crise des valeurs et déviance sociétale au Sénégal, quel remède à la lecture du Coran et de la vie de Thierno Saïdou Nourou Tall, thème du symposium d'ouverture de la 40e édition de la Ziara de la famille omarienne ce jeudi 23 janvier. À la fin de cette édition, nous aurons le journal de la Ziara avec vous, Seydou Nourouba. Bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Alors, quel est le menu de ce journal? Oui, le thème crise des valeurs et déviance sociétale au Sénégal intrigue bien des fidèles venus se recueillir au mausolée de Thierno Saïdou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall. Omar Mbaou a recueilli leurs propos, reportage à suivre. Il sera également question de la campagne Zéro déchet puisqu'elle s'est invitée sur les lieux avec l'unité de veille et de sensibilisation. Salimata Aou nous en dira plus. Et puis les relations exceptionnelles que Thierno Saïdou Nourou Tall a eues avec son guide spirituel Seydi Hadji Malick Sy. Oustaz Pape Makhtar Kébé nous en parle dans ce journal. À tout à l'heure, Seydou Nourouba et toute l'équipe qui est avec vous à la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Régie d'antenne, Pape Omar Ambo. Allons d'abord à Kaolack, au lendemain de l'agression mortelle contre une famille d'origine américaine établie dans le fief des Niassène. Grièvement blessé, le fils Bassirou Cissé est décédé hier à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass. Le père Abdelaziz Cissé serait encore entre la vie et la mort dans l'établissement hospitalier où nous retrouvons en direct notre correspondant Ibrahim Diamé. Bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Bonjour. Quelles sont les dernières nouvelles? Voilà donc une délégation du consulat des États-Unis d'Amérique donc vient d'arriver au niveau de l'hôpital régional de Kaolack pour rendre visite au père donc du défunt. Nous venons de sortir justement du bloc opératoire du service orthopédique. Donc présentement au moment où nous vous parlons, madame le consul est en train donc de voir le corps sans vie du fils qui se trouve actuellement à la morgue. Pour vous dire donc que c'est une forte délégation, Souleymane, qui est arrivée tout à l'heure ici au niveau de l'hôpital de Kaolack pour s'enquérir en tout cas de l'état du père qui est toujours en vie au niveau du lit d'hôpital. Donc présentement, ils sont dans la morgue pour en tout cas voir le corps sans vie. Est-ce qu'on a des nouvelles de l'enquête? Oui, l'enquête se poursuit. Il y a d'ailleurs la gendarmerie qui est avec la délégation présentement. Le commandant de compagnie est là, donc en compagnie avec la délégation. Ils sont en train de poursuivre l'enquête et voilà, à partir de l'hôpital. Donc, ils vont se rendre sur les lieux avec la délégation pour plus de détails donc concernant cette affaire. Souleymane. Merci Ibrahim Diamé. Nous continuerons de suivre donc les suites de cette affaire avec vous.
Parlons maintenant de ce braquage à hauteur de la forêt de Nyanga. Des hommes lourdement armés s'en sont pris hier soir à 2 véhicules 4x4 de type L200 de la Sodefitex et ont emporté les voitures et tous les biens des passagers au nombre de 5 selon une source proche d'une des victimes, 3 femmes et 2 hommes. Les assaillants ont pris la fuite après leur forfait et les victimes sont sous le choc. Elles ont été acheminées, ces victimes, à Kolda sans avoir le temps d'être entendues par les éléments de la brigade de gendarmerie de Samine. Cependant, le commandant de la gendarmerie aurait demandé aux chauffeurs de se présenter aujourd'hui pour audition. Les véhicules emportés sont de la Sodefitex, amis et les autres valeurs emportées reste méconnu. Correspondance Max Euclide Kamfani. C'est aux environs de 17h que les forces de sécurité et de défense de la zone ont été informées de ce braquage à hauteur de la forêt classée de Nyanga entre Sintia Tening et Sare Tening. Des hommes lourdement armés se sont attaqués à 2 véhicules 4x4 de type L200, dépouillant ainsi les passagers de tous leurs biens. Ces assaillants auraient même emporté avec eux les voitures, selon les infos de la brigade de la gendarmerie de Samine. Pas d'infos exactes pour l'heure sur le nombre de victimes, de même que sur le nombre de ces malfrats armés jusqu'aux dents, selon la gendarmerie. Cependant, une source proche d'une des victimes nous a appris que ces dernières étaient au nombre de 5, 2 hommes et 3 femmes, et que les véhicules sont bel et bien de la Sodefitex. Les agresseurs de ces 5 personnes ont pris la fuite après leur forfait, mais vers quelle zone personne ne sait. Les victimes, sous le choc, ont été acheminées à Kolda, ce qui fait que les gendarmes de Samine n'ont pas pu les entendre hier, mais le commandant de la brigade nous a confié avoir demandé aux chauffeurs des 4x4 de se présenter à la brigade pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Joint au téléphone ce matin, le maire de Nyanga n'a pas voulu se prononcer sur ces faits. Il a seulement confirmé l'acte, mais Yorombalo avait tout le temps sollicité le retour des cantonnements militaires dans certaines zones du département de Goudomp, notamment sa commune où les populations ont toujours été victimes de vols à main armée, surtout du vol de bétail et autres agressions de ce genre pour davantage sécuriser les personnes et leurs biens. C'est You Max Euclide Kamfani, RFM. Le banditisme au Sénégal, vous l'aurez peut-être remarqué, migre progressivement vers l'intérieur du pays avec des braquages à main armée à Touba, dans le sud-est et au centre Kaolack, où vous le savez, une bande armée s'est attaquée à des talibés Niassène. Mohamed Ali Mouba a demandé à des spécialistes de la sécurité ce qu'il fallait faire pour endiguer la menace. Voici son dossier. Selon le commissaire de police à la retraite Boubacar Sadio, il n'y a pas lieu d'analyser le phénomène de délinquance dans les régions comme une réalité qui se déplace, mais comme quelque chose qui s'adapte. Bon, ça s'est déplacé. On ne pourrait pas dire ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça commence à se manifester de manière vraiment prégnante au niveau de l'intérieur du pays. Bon, ça ne veut pas dire que ça a quitté la capitale pour aller vers les zones rurales. Le commissaire de police à la retraite, commissaire Cheikhna Keita, va plus loin. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est que l'intérieur est en train de reprendre les mêmes formes de comportement que dans la capitale à cause de nouvelles réalités, à cause de nouvelles cibles qui sont là présentes, des délinquants qui étaient là avant. Une délinquance qui avait pour projet de prendre le bien d'autrui, pour projet de commettre des violences, a transformé son mode de comportement pour adopter des outils et des modes d'opérer qu'on retrouvait avant dans les centres urbains, dans les villes. Que faire alors pour mettre fin à ces activités de délinquance dans les régions? Commissaire Sadio estime qu'il faut faire monter les forces en puissance. Bon, il faut reconnaître qu'au niveau de la police, vraiment, les gens sont en train de travailler pour une montée en puissance. Donc la police a davantage d'ailleurs orienté ses actions par une utilisation vraiment optimale des nouvelles technologies. Bon, il y a aussi que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut davantage mailler le territoire national. Mailler le territoire et rassurer les populations, plus de proximité. Commissaire Keita. Faire plus de sensibilisation, amener les populations, par exemple, à mieux contribuer à la gestion et à l'administration de leur sécurité. Installer la peur dans le camp des délinquants. Surveiller, contrôler. Mais selon le commissaire Keita, il faudra se rendre à l'évidence que la délinquance est une réalité et il faudra vivre avec. Pour moi, RFM, c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. Après un débrayage organisé hier, les syndicats d'enseignants réunis au sein du G7 observent une grève ce jeudi.
Grève qui sera suivie d'une marche nationale à Dakar entre la place de la Nation et le rond-point de la RTS. Avant de parler de cette marche, parlons d'abord du mouvement de grève enclenché ce matin. Et allons à Tambacounda pour nous rendre compte de l'état de suivi donc, de ce mouvement de grève. Le G7 s'associe là-bas au combat pour la levée des obstacles chez leurs camarades professeurs de philosophie confrontés à une rétention de leurs notes. Le mouvement semble être généralement bien respecté. Moussa Omar Gueye. Paralysie du système éducatif à Tambacounda, particulièrement celui du public. En effet, le mot d'ordre de grève est bien suivi. Souleymane Fikou est le secrétaire général de la section régionale académique du SAEMS, porte-parole du G7. Les résultats que nous avons compilés ont donné que le mot d'ordre est effectivement bien suivi dans la région, on peut dire même à 95%, et surtout dans le moyen secondaire. Ce matin, je suis passé dans quelques établissements. C'est la même réalité qu'hier. Le mot d'ordre est effectivement bien suivi à hauteur de 95%. Quand vous passez dans les établissements, c'est un ou deux professeurs seulement qui font cours. Bon, la particularité du mouvement à Tambacounda, hors des préoccupations nationales que le G7 revendique, une inquiétude par rapport à nos camarades en philosophie. Parce qu'ils ont commencé une formation professionnelle, ils sont face à une situation de blocage. Parce que les formateurs d'école normale ont fait ce qu'on appelle la rétention de leurs notes. Et sans ces résultats-là, ils ne peuvent pas s'inscrire en année suivante. Le logiciel d'inscription de l'université est désactivé à partir du 31 janvier. Cela veut dire qu'ils vont subir une année blanche. Dans la capitale orientale, les professeurs de philosophie ont le soutien du G7 pour une amélioration nette de leurs conditions de travail. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. S'agissant de la marche nationale prévue cet après-midi entre la place de la Nation et le rond-point de la RTS, les responsables du G7 attendent toujours la notification de l'autorisation de leur manifestation par le préfet de Dakar, une situation que les enseignants dénoncent vigoureusement. Écoutons Abdou Fati, le secrétaire général du CELS authentique au téléphone avec El Haj Ndiogoudjen. Depuis hier, on fait le plaidoyer au niveau de la préfecture, mais on ne nous a pas encore notifié l'autorisation. Vraiment, c'est le moment de dénoncer avec la dernière énergie ces fonctionnaires-là qui sont au niveau de la préfecture, qui sont dans le dilatoire. C'est inadmissible. Ils ne sont pas du tout républicains. Parce que pour l'exemple, le jeudi dernier, quand on est venu dans l'après-midi pour déposer, ils ont refusé de prendre le courrier. Mais c'est inadmissible dans quel pays on est où la préfecture ne prend pas les courriers l'après-midi. Vraiment, c'est le moment de dénoncer ce qui se passe à la préfecture de Dakar, de dénoncer les autorités administratives de Dakar qui sont en train de mettre des entraves pour l'exercice de liberté. De toutes les manières, nous les attendons, mais les camarades sont mobilisés pour la marche d'aujourd'hui. Si d'aventure le préfet de Dakar interdit la marche, qu'est-ce que vous allez faire? On prendra l'opinion sénégalaise à témoin. Donc, ce serait la deuxième fois. C'est ce qui serait inadmissible. Et je pense que sur place, tous les camarades, aussi bien Abdoulaye Ndoye, Saourou Sen, Souleymane Diallo, on appréciera avec les camarades parce qu'on n'acceptera pas, nous, d'accepter d'être des républicains et qu'on nous piétine et qu'on continue à nous piétiner. C'est inadmissible. Et les enseignants constituent aujourd'hui le dernier rempart contre les injustices sociales de ce pays. Nous resterons debout. Quoi qu'il se passe, nous resterons debout et ne ferons pas. Pour rappel, les enseignants réclament le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2018. Parmi les points de ce protocole, il y a entre autres l'indemnité de logement et le régime indemnitaire qui concerne le système de rémunération dans la fonction publique. El Haj Ndiogoudjen a parcouru le protocole d'accord de 2018. Ce protocole d'accord a été signé tard dans la soirée du 30 avril 2018 après plusieurs heures de négociations présidées par le Premier ministre d'alors, Mohamed Boun Abdallah Dionne, actuel secrétaire général de la présidence de la République. Le gouvernement s'est ainsi engagé à faire passer l'indemnité de logement des enseignants de 60 000 à 100 000 francs CFA selon l'échéancier suivant. 15 000 francs à partir du 1er octobre 2018, 10 000 francs à partir du 1er janvier 2019 et 15 000 francs à partir du 1er janvier 2020. Concernant le régime indemnitaire, l'État a pris l'engagement de mettre en place un groupe de travail pour partager avec les organisations syndicales les conclusions de l'étude réalisée pour un système de rémunération plus juste et plus équitable des agents de l'administration.
Un autre point important de ce protocole d'accord est relatif aux lenteurs administratives. À ce propos, le gouvernement s'est engagé à améliorer la fonctionnalité du guichet unique pour apurer les dossiers d'enseignants en instance au ministère de la fonction publique, mais aussi à poursuivre la dématérialisation. Par rapport à la question du paiement des rappels, l'État a décidé de mettre en place un système d'appurement des rappels sur une période de 3 ans à partir de 2018 à raison de 20 à 25 milliards de francs CFA par an. S'agissant des prêts DMC, les prêts au logement alloués par la direction de la monnaie et du crédit, le gouvernement s'engage à apurer toutes les conventions signées jusqu'en 2016 ou plus tard en septembre 2018, mais également à procéder à l'externalisation des prêts DMC pour en assurer la continuité et la régularité. Les autres points du protocole d'accord du 30 avril 2018 concernent aussi l'habitat social, la création du corps des administrateurs scolaires et la problématique de l'enseignement arabe. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le Sénégal toujours dans le ventre mou du classement des pays qui sont perçus comme les plus corrompus. L'indice publié chaque année par l'ONG internationale Transparency International a été présenté ce matin par le Forum civil. 45 points sur 100, c'est la note du Sénégal pour l'année 2019. Le Forum civil explique ce piètre résultat par la culture de l'impunité et par le manque de volonté de l'État du Sénégal. L'organisation exige la publication des rapports de la Cour des comptes et de l'Inspection générale d'État IGE, ainsi que la poursuite et le fin mot dans l'enquête sur l'affaire Petro-Tim. Amadou Sabarba. Le Sénégal encore parmi les mauvais élèves en matière de lutte contre la corruption. D'abord l'affaire des 94 milliards et l'affaire de Petro-Tim. Le Forum civil demande la lumière sur ces dossiers. Birahim Seck, coordonnateur. Nous invitons le gouvernement également, surtout le doyen de juge, à éclairer les Sénégalais sur l'affaire des 94 milliards, mais également l'affaire Petro-Tim. L'affaire Big Togo et celle de Prodact. Le Forum civil dénonce la politisation de ces dossiers et exige la réalité des faits. Le cas Big Togo, qui avait déjà bénéficié de 12 milliards dans une transaction d'indemnisation nébuleuse. Aujourd'hui également, on nous parle de 30 milliards qu'il a encaissé sans pour autant réaliser également une université. On prend l'exemple également du dossier Prodact. Les gens veulent politiser ce dossier et que le montant qui est souvent avancé de 29 milliards, ce n'est pas 29 milliards, c'est 36 milliards de francs CFA qui est en jeu dans le cadre également de ce projet Prodact. Il y a également l'impunité qui est encouragée, maintenue par le président de la République, surtout avec le refus d'un de ses ministres de répondre à la justice, à savoir l'actuel ministre des Industries. Dans la lutte contre la corruption, l'organisation demande la publication des rapports de la Cour des comptes et de l'IGE. Les rapports de 2015, 2016, 2017, 2018 de la Cour des comptes sont déjà disponibles. Il n'y a aucune disposition législative qui empêcherait aujourd'hui à la Cour des comptes de publier les rapports sur le contrôle des finances et le patrimoine du Sénégal. Idem également pour l'Inspection générale d'État. Autre requête formulée par le Forum civil, des éclairages sur les financements des semences agricoles, le marché du building administratif, la cité de l'émergence, le centre international de Diamniadio et le marché du port de Bargny. Au lendemain de son exclusion de l'APR, la thérapie de Moustapha Diakhaté pour sauver l'Alliance pour la République, la dissolution de toutes les instances du parti et la mise en place d'une direction collégiale pour piloter la refondation du parti, devenue selon lui une foire d'empoigne. L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a publié ce matin sur sa page Facebook la déclaration fondatrice de son mouvement Manko Taxawu Sunu APR. Georges Déthié Diop. Comme l'indique le nom de son mouvement, Moustapha Diakhaté veut une refondation de l'Alliance pour la République. Et pour y parvenir, Manko Taxawu Sunu APR met sur la table une plateforme revendicative de 6 points. La dissolution du secrétariat exécutif national, de toutes les structures, organismes internes et la mise en place de la présidence du parti avec l'installation de 2 vice-présidents dont une femme, d'un coordinateur et son adjoint. En clair, remettre tout à zéro. Et pour ce faire, Moustapha Diakhaté propose la mise sur pied d'une direction collégiale provisoire chargée de piloter la refondation de l'APR. L'ancien président du groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, évoque aussi la dévolution et l'exercice démocratique des responsabilités et des pouvoirs dans le parti, l'application et le respect des statuts du règlement intérieur des chartes du réseau libéral africain et de l'international libéral et la mise en place démocratiquement des structures et instances nationales de direction.
Tout cela parce que Moustapha Diakhaté considère que depuis 11 ans, l'Alliance pour la République fonctionne comme une masse informe, une foire d'empagne, un parti de querelles de personnes, de lutte des places sans merci sur fond d'ambiguïté idéologique, de déliquescence des structures, organisations et instances de direction à tous les niveaux. Ainsi, selon Moustapha Diakhaté, Manko Tahaou Sunu APR entend participer à la construction d'une APR libérale, démocratique, patriotique, panafricaine, progressive, ouverte, tolérante, libérée de toute fan-clubisation, plutocratie, aliénation clientéliste et régionaliste. Manko Tahaou Sunu APR se dit être un mouvement ouvert et populaire. Il ne demande pas de carte d'entrée. Le reste de l'actualité en bref, Nyolank appelle les Sénégalais à aller rendre visite ce vendredi à Guy Marius Sagna, dont la détention, selon le collectif, est arbitraire. Nyolank annonce par ailleurs qu'il poursuivra sa campagne Flyers partout. Le plan d'action de Nyolank sera bouclé le 31 janvier prochain par une marche du rond-point Cheikh Anta Diop au rond-point Malick Sy. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Et puis Dakar Dem Dikk qui lance une nouvelle filiale, Afrique Dem Dikk, qui va desservir des capitales et villes à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal avec un tarif de 12 000 francs CFA. Dakar Dem Dikk veut accomplir une ouverture vers la sous-région et promet un service de qualité qui répond aux normes de sécurité. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Anna Rocha. Rebonjour Suleiman et bonjour à tous. En Guinée-Bissau, l'imbroglio politique continue. Près d'un mois après la tenue du second tour de la présidentielle, Umaru Sissoko Embalo est toujours contesté. La CEDEAO l'a pourtant félicité de sa victoire comme annoncé par la commission électorale. De quoi rendre le PAIGC et les partisans de Domingos Simões Pereira foudrage puisqu'un recours a été déposé auprès de la Cour suprême. Bissau, la correspondance de Noah Mankali. Dans un communiqué, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC annonce qu'il rejette fermement et sans réserve la déclaration qui est faite de la reconnaissance des soi-disant résultats définitifs des élections présidentielles. Dans son communiqué, le parti qui a soutenu la candidature du candidat malheureux Domingos Simões Pereira a lancé un appel pour un contentieux électoral des résultats présentés par la Commission nationale électorale. Pour le PAIGC, la CEDEAO a l'obligation de connaître les lois de la Guinée-Bissau et le contenu de l'arrêt de la Cour suprême de justice et sa clarification qui fait de la Commission nationale électorale un processus en cours qui, en substance, détermine l'absence des résultats électoraux ni provisoire, encore moins définitif, ordonnant le décompte national des résultats du second tour. On rappelle que la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a félicité hier le candidat du mouvement pour l'alternance démocratique, Madame G15, Oumar Sissoko Embalo, déclaré par la Commission nationale électorale vainqueur du scrutin avec 53,55% des voix contre 46,45% de son adversaire Domingos Simões Pereira, soutenu par le PAIGC. Nouamen Kalibissau, RFM. L'offensive du président Ouattara pour assurer sur la nouvelle monnaie ECO depuis Londres et en marge du sommet Royaume-Uni-Afrique. Le président ivoirien a chahuté les populistes selon ses propres termes. Alassane Ouattara introduit par ailleurs la perspective d'un double arrimage de l'ECO à l'euro et au dollar. Il était en live Facebook sur le site de la radio-télévision ivoirienne. On l'écoute. Je suis un banquier. Je considère que l'arrimage à une monnaie dépend du commerce que vous avez avec ces pays. Pour le moment, parce que nous sommes des pays agricoles et notre commerce est avec l'Union européenne, nous sommes mis d'accord, les chefs d'État, que nous continuions la fixité, l'arrimage à l'euro. Parce que c'est ça qui est dans notre intérêt. Si nous étions tous des pays pétroliers, peut-être que nous aurions arrimé notre monnaie au dollar, comme le fait l'Arabie Saoudite. Les gens oublient cela, l'Arabie Saoudite c'est 10 fois l'UMOA, mais leur monnaie est arrimée au dollar parce qu'ils exportent le pétrole essentiellement vers les États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand nous arriverons à remplir les critères de convergence? À supposer que le Ghana rentre dans cette union l'année prochaine ou dans un an, le Ghana est un exportateur de pétrole, ils pourront dire au lieu que nous soyons arrimés essentiellement à l'euro, peut-être nous devions être arrimés à une combinaison euro-dollar. Mais je suis quand même ancien gouverneur de la Banque centrale, ancien directeur général adjoint
du Fonds monétaire international, je sais ce qui est bon pour mon pays. Donc les propos des populistes ne m'intéressent pas. Nous faisons ce qui est dans l'intérêt de nos populations, et nos populations ont un système qui marche. En Angola, Isabelle dos Santos est formellement accusée de fraude et blanchiment d'argent. En réalité, la femme d'affaires est accusée de toute une série de délits, a indiqué le procureur général d'Angola, réclamé par la justice angolaise. Isabelle dos Santos devra également répondre d'accusations de détournement de fonds, trafic d'influence ou encore d'abus de biens sociaux. Le procureur général Elder Pita a tenu hier soir une conférence de presse à Luanda. Les détails de Daouda Diouf. Les choses commencent à être difficiles pour la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos. Le procureur général d'Angola déclare qu'Isabelle dos Santos est accusée d'une série de délits parmi lesquels fraude, détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Réclamée par la justice angolaise, Isabelle dos Santos devra également répondre de trafic d'influence, d'abus de biens sociaux et faux en écriture durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol, selon le procureur. Rappelons que la fille de l'ex-président dos Santos a été à la tête du groupe pétrolier public Sonangol durant 18 mois à partir de juin 2016. Elle a aussi dirigé plusieurs autres compagnies publiques angolaises dans le secteur de la téléphonie et des mines et a acquis des participations dans d'autres groupes, notamment bancaires au Portugal. De telles accusations ont été démontées par Isabelle dos Santos qui parle de tissus de mensonges montés pour des raisons politiques. La justice angolaise a assuré mobiliser tous les moyens possibles pour ramener en Angola et juger Isabelle dos Santos qui vit actuellement entre Londres et Dubaï depuis le retrait du pouvoir de son père José dos Santos en août 2017. Au Burundi, les députés adoptent un projet de loi qui va élever le président Pierre Nkurunziza au rang de guide patriotique dès la fin de son mandat au mois de mai. Ce projet de loi prévoit également qu'un président élu au suffrage universel puisse bénéficier à la fin de son mandat d'une villa de très haut standing ainsi qu'une allocation unique de plus de 300 millions de francs CFA. La Chine pour terminer, où 2 villes sont désormais placées en quarantaine. Après Wuhan, la ville de Wangang, je ne garantis pas, la prononciation a aussi été mise en quarantaine à cause des risques de contamination au coronavirus. Depuis son apparition en décembre dernier, 17 personnes sont mortes et plus de 500 cas ont été recensés en Chine. Selon RFI, d'autres cas ont été signalés dans plusieurs autres pays de la région ainsi qu'aux États-Unis. Merci beaucoup Anna Rocha. Bienvenue cher Tidiane Diagne. Merci à vous Souleymane. Diagnostic du parcours de Génération Foot et Diambar en Ligue 1, les 2 clubs formateurs peinent encore à élever le rythme après 6 journées. Justement, Génération Foot et Diambar, les mêmes particularités, 2 clubs dont la vocation première est la formation et la vente des joueurs. Souvent, ils ont réussi aussi à jouer les premiers rôles dans le championnat local, mais cette saison-ci, les pensionnaires de Denis Biramdao et de Sali semblent être à la peine et il y a bien une explication. C'est Solatien plutôt. Après 6 journées, 2 clubs académiciens peinent encore à décoller. Diambar et surtout Génération Foot n'ont pas eu un bon début de saison. Sur 18 points possibles, ces 2 formations n'ont récolté que 7. Le technicien Tassiro Diallo tente d'expliquer la situation. Une équipe comme Diambar, comme Génération Foot, leur problème c'est quoi? C'est préparer des joueurs pour le futur, pas pour actuellement dans notre championnat. Ils préparent pour le championnat à l'étranger. Donc bon, pas mal de joueurs sont partis. Maintenant bon, ils sont toujours à la formation. Quand tu es à la formation, si tu n'es pas censé pour gagner quelque chose. Parce que bon, ton but c'est quoi? Ton but c'est préparer de futurs grands footballeurs. Le journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise vise plutôt Génération Foot. Salif Diallo pense que le club de Denis Biramdao est en train de ressentir la fatigue accumulée lors des compétitions africaines. Génération Foot qui n'a eu qu'une défaite la saison dernière, qui accumule les défaites et qui n'arrive même pas à gagner à domicile. Mais je pense que si on voit un peu la trajectoire de Génération Foot, parce que remarque bien que l'équipe a commencé les préliminaires il y a très longtemps, il y a au moins 2 mois ou 3 mois. Il est vrai qu'on a joué que 6 journées. C'est beaucoup et peu à la fois. Pour Génération Foot, ça va être la fatigue, le changement, l'inconstance de l'effectif parce que les gens vont et ils viennent. Yambar aussi, c'est ça. Ils perdent chaque fois des jours. La mayonnaise arrive à prendre à un certain moment. Quelques mois après, il y a 2 ou 3 jours qui quittent, donc il faut recommencer à zéro le travail qu'on a fait. Pour le moment, le Dakar Sacré-Cœur, classé 3e avec 11 points, est épargné. Mais Diambar et Génération Foot doivent redorer leur blason.
Les chances du Burkina Faso pour une qualification au mondial évaluées dans ce journal. Oui, les étalons qui partagent pour rappel le groupe A avec le Niger, Djibouti et surtout l'Algérie, champion d'Afrique, croient en ces chances, oui, mais force est de constater que les Fennecs vont avec la faveur des pronostics selon Alain Traoré, sociétaire de la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, qui s'est entretenu avec Babacar Fall. C'est un tirage un peu compliqué. Voilà, on sait que dans le groupe, on a les champions d'Afrique. Et voilà, maintenant, c'est à nous de tout faire pour aborder ces matchs avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité. On a eu dans le passé à avoir l'Algérie dans notre groupe. On avait fait jeu égal avec eux. Donc du coup, c'est à nous maintenant de bien se préparer, bien se concentrer sur cette campagne de Coupe du Mois. Un groupe difficile pour votre génération qui est d'ailleurs en fin de cycle, non? C'est un groupe qui est difficile, ouais, parce que par rapport à notre génération, c'est quasiment la fin, la dernière chance pour certains d'entre nous. Donc maintenant, après, nous, on va pas se mettre une pression supplémentaire par rapport à ça. On va tout faire pour essayer de sortir par la grande porte en se qualifiant pour une Coupe du Monde. Donc on va tout donner, on va tout faire et voilà, on est conscient de la tâche, on sait que c'est pas facile, mais on va tout faire pour se qualifier. Liverpool à Wolverhampton pour préserver son invincibilité. C'est pour le compte du dernier match de la 24e journée de la Premier League prévue ce soir à 20h. Liverpool, solide leader qui rend visite à Wolverhampton avec un écart de points confortable. Les Reds devancent provisoirement de 13 points. Leurs dauphins, Manchester City, Norwich, Watford et Bournemouth sont relégables. Merci, cher Tidiane Diagne.